j'ai quand même un double intérêt à vous parler de Madame Bovary et de Caïs ce soir, parce que je m'intéresse à l'histoire de médecine, on vous l'a dit, et puis je m'intéresse à l'histoire et au patrimoine du Haut-Caï, étant membre de l'association. Alors, en fait, je vais séparer ma présentation en 4 grandes parties. D'abord, je vais partir sur les traces de Delphine Couturier, notamment dans le Haut-Caï. Après, j'évoquerai, ça me tient à cœur un petit peu, forcément en lien avec le roman Les officiers de santé. J'évoquerai aussi ce qu'était Caï à l'époque de Madame Bovary, en 1841. On verra le parallèle qu'on peut faire éventuellement entre Yonville et Caï. Et puis, j'évoquerai bien sûr les comices agricoles de Caï, parce que c'était des comices parmi les plus importants du département. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, un des articles qui a permis de retrouver le modèle supposé de Madame Bovary, c'est l'article de Georges Duboc en 1890, qui dit que c'est Delphine C. Et donc, très rapidement, après, on a su, comme on vous l'a dit, que c'était Delphine Couturier. Et en fait, ce qui, moi, si vous voulez, attiré mon attention, c'est que moi, je ne suis pas flaubertif ou flaubertien, je ne sais pas comment on doit dire, mais un jour, je suis tombé par hasard sur un vieil article de la presse médicale et qui parlait donc effectivement de Madame Bovary. Donc j'ai lu avec attention ce témoignage du docteur Brunon et, oh surprise pour moi, qu'est-ce que je lis voilà ce que révèle Raoul Brunon, qui révèle que son vrai nom c'est Delphine C. Lui non plus ne donne pas le nom, à l'époque c'est 1907. Il dit: elle avait été dans son enfance une compagne de ma mère, elles avaient été en pension quelques mois ensemble dans le joli bourg de Cailly, chez mademoiselle Pauline Bisson qui tenait une institution de jeunes demoiselles. Je me suis dit, ça c'est pour l'association Histoire et Patrimoine du Haut-Caï, il faut que je trouve. Et il y a eu la deuxième parution dans la Normandie médicale du même article. Et puis j'ai réussi à acquérir ce fascicule que Raoul Brunon a plus tard. Alors Raoul Brunon, vous le connaissez peut-être ou pas. Donc Raoul Brunon, vous le voyez bien, c'est le directeur de l'école de médecine, c'était le grand professeur, attention, et il n'était pas très marrant, forcément, il n'était pas très copain avec Charles Nicolle d'ailleurs. Donc il a été directeur de l'école de médecine de Rouen de 1895 à 1924, c'était la personnalité médicale rouennaise. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Effectivement, donc je recherche tout, puisque sa maman était à l'école à Cailly, alors je regarde où était née sa mère, et elle était née à la rue Saint-Pierre, d'accord, où son père était cultivateur. Donc ça fait des points communs, forcément. Et ses parents se sont mariés également à la rue Saint-Pierre, le 22 avril 1840. Et là, vous avez l'acte de naissance de la mère de Raoul Brunon, donc, qui est née en 1820. C'est facile à trouver maintenant avec Internet, vous savez, les actes d'état civil, facile. Après, donc, pour revenir sur Delphine Couturier, donc elle est 2 ans après la mère de Raoul Brunon, et elle était la fille d'un cultivateur de la rue Saint-Pierre. D'accord ? Et eux-mêmes, donc ses parents, s'étaient mariés à Vieux-Manoir en septembre 1821. Là, on retrouve l'acte d'état civil, l'acte de naissance de Delphine Couturier. Donc, il est accessible facilement. Et puis, donc, on vous l'a dit tout à l'heure, Delphine Couturier s'est mariée très jeune, à 17 ans, avec un officier de santé qui était installé à Ry, qui est Eugène Delamarre. Et ses parents, à lui, habitaient à Catenay. Vous voyez qu'on est quand même dans un territoire très restreint et très rapproché de Cailly, finalement. Et lors de ce mariage, il y avait un témoin, c'était l'oncle de la future, qui était cordonnier. Donc voilà, vous avez l'acte de mariage des époux de la mère. Alors, Flaubert lui-même, il dit finalement pas grand-chose de la jeunesse d'Emma.
Et lorsqu'on regarde, il dit bien sûr que ses parents étaient cultivateurs à la ferme des Berthaud, et qu'Elma a passé sa jeunesse au couvent. C'était pas en pension, c'était au couvent, une pension finalement. Et il précise même qu'elle a été mise en pension au couvent lorsqu'elle avait 13 ans. Et Ernest Pinard, lui, dans son réquisitoire, donne une précision supplémentaire que ne donne pas Flaubert, à ma connaissance, dans le roman. Il dit que c'était aux Ursulines d'Orléans. Alors, je me suis dit, Delphine Couturier a-t-elle été en pension chez Mme Pauline Buisson, puisque Raoul Brunon le précise donc dans son article. Alors, c'était pas très compliqué, enfin oui et non finalement. J'avais en gros une période de 10 années à éplucher, puisque je me suis dit on va prendre maximum 1828 donc, et 1839, puisqu'elle s'est mariée en 1839. Et j'ai passé mes week-ends et mes vacances à la recherche du pensionnat de Cailly et de Pauline Buisson. Alors j'ai épluché des tas de cartons, d'archives. Peut-être que Daniel trouvera autre chose, mais... Et j'ai bien trouvé un pensionnat à Claire en 1834, avec la liste donc, des pensionnaires. Un beau document sur le pensionnat de M. Abel-Marie à Blainville-Crevon, vous voyez, avec la liste des pensionnaires, mais rien sur Cailly. Je désespérais. C'est dur d'être chercheur dans les archives. Et donc, je me suis dit, bon, d'accord, il faut que je cherche. La mairie, merci monsieur le maire, a mis à ma disposition ces archives. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'il y avait comme pensionnat à Cailly? Est-ce qu'on trouve quelque chose? Alors déjà, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y avait comme école, comme pension? Donc il y avait bien, avant la création de l'école primaire élémentaire qui date de 1833, qu'est-ce qu'il y avait comme école? Donc j'ai retrouvé dans des vieux documents des différentes écoles, donc notamment des écoles pour les filles. Il y en avait une qui était tenue par une religieuse depuis la fin du XVIIIe, et une autre qui était tenue par Marie-Catherine Renard, et qui exerçait encore en 1839, donc on est pile vraiment dans les années Bovary. Il y avait une école pour les garçons, là ça a été un petit peu plus chaotique. L'école, les plus anciennes écoles de garçons, dont on retrouve le nom des instituteurs, enfin quelques noms d'instituteurs, notamment un Laurent Leguet, qui a été d'ailleurs maire de Cailly pendant un temps assez court. Il n'y a pas toujours eu d'école de garçons avant la création en 1833. J'ai retrouvé un brevet de capacité qui avait été donc donné à cette Marie Renard, donc, par Marie ou Catherine, parce que ça dépend des textes, et elle a obtenu d'ailleurs son brevet de capacité, puisque c'était une nécessité suite à une ordonnance de 1816, et elle n'avait le droit finalement d'enseigner que les b.a.-ba, le b.a.-ba, de la lecture, la prière, le catéchisme, l'écriture, mais elle n'avait pas le droit d'enseigner à des enfants de plus de 7 ans. Ça limitait un peu. Hein. D'ailleurs, à un moment, dans un texte de 1839, on dit qu'elle s'appelle Marie Catin, pour une vieille jeune fille, demoiselle, j'arrive pas à y croire, mais bon. Alors, je continue à chercher. L'école de Cailly, il y aurait autre chose, donc il y aurait un nouveau topo à faire sur l'école. Et j'ai découvert quand même, parce qu'il y avait des choses qui étaient fausses dans certains documents, notamment ceux qu'on a pu lire. Donc en fait, l'école de Cailly, le beau bâtiment de la mairie, j'ai découvert que c'était un maire qui l'avait fait construire pour en faire une école, en 1832. Et c'était un bâtiment carré de 13 mètres de côté, et il l'a loué à la commune pour en faire une école, pour servir d'école. Et donc, il y a eu la loi Guizot sur l'enseignement qui a rendu finalement obligatoire la création des écoles primaires élémentaires pour les communes de plus de 500 habitants, qui a créé les écoles normales. Bon, c'est une loi qui a incité la commune à créer son école. Et en juillet 1834, il y a eu une école qui a été créée pour les 3 communes, déjà. Maintenant, il n'y en a que 2. Avant, il y avait Saint-Germain-sous-Cailly en plus. Et l'instituteur
instituteur qui a été nommé, c'était Auguste Napoléon de Saint-Igny, mais qui n'est pas resté très longtemps. Il était né natif de Cailly. Ensuite, on a eu un autre instituteur qui s'appelait, vous voyez, Louis-François Alexandre Georges Frédéric de Cacqueret de Marquemont, et qui a quand même été instituteur à Cailly pendant 10 ans, pendant la période Bovary. Et il y avait bien, donc, dans cette école, des classes mixtes. C'était pas toujours le cas dans tous les villages, mais à Cailly c'était comme ça. Donc vous voyez, il y avait des élèves payants en majorité, et puis 5 élèves reçus gratuitement parce qu'ils étaient indigents. Alors la loi Guizot n'avait rien fait pour les écoles des filles, donc ça a été complété par une ordonnance en 1836 qui donc réglementait l'enseignement pour les jeunes filles. Et à Cailly, c'était intéressant de voir que les habitants de Cailly, les notables et les habitants, ont fait une pétition pour obtenir, comme dans les bourgs voisins, une institutrice indispensable pour la bonne éducation et l'instruction morale et religieuse, si essentielle au sexe de toutes les classes. Et une pétition aussi pour la loge et pour que la commune la loge. Donc on retrouve, vous voyez, cette belle pétition de 1839. Alors finalement, en 1839, la commune ouvre une deuxième école, une école pour les filles, et nomme une sœur. C'était moins cher de nommer une sœur, et puis à l'époque, elles avaient quand même un peu la main mise sur l'enseignement. Donc sœur Sainte-Apolline, Pauline Lefrançois, qui n'a pas enseigné très longtemps, et en fait c'est un notable du coin, M. Hainaut, qui louait un logement à cette institutrice, et déjà la commune versait une indemnité de logement à l'institutrice. Ensuite, on a la nomination de, toujours pas de Pauline Bisson, de sœur Marie Césaire, qui était une religieuse de la communauté de Saint-Aubin-Juxte-Boulan, qui est aujourd'hui Saint-Aubin-les-Elbeuf, et qui avait été désignée par le préfet pour être maîtresse de pension pour les filles. Je me suis dit, ça y est, je l'ai, c'est elle. Merveilleux. Et sauf qu'elle a quitté Cailly au bout de 2 mois, donc bon, pas très intéressant. J'ai même retrouvé le brevet de capacité. Vous voyez, j'ai rien à faire. Donc, j'ai retrouvé en tout cas un document intéressant qui était son beau brevet de capacité qui l'autorisait à être maîtresse de pension à Cailly. Alors, j'ai quand même eu quelques plaisirs, parfois. Et notamment dans les archives municipales et aux archives départementales. Un jour, je tombe, en épluchant l'état des situations année par année des écoles primaires de filles, je tombe sur Mme Buisson. On y est presque, à Cailly. Et elle est institutrice de l'école des filles. Et vous voyez qu'on est en 1843 déjà. D'accord ? Et elle avait dans sa classe 45 élèves, dont 10 gratuites. Et je retrouve par hasard une feuille un peu à part dans les archives municipales, un bail signé entre M. Hainaut, propriétaire à Rouen, et l'institutrice de Cailly, en date du 28 mai 1843. Et là, c'est bien signé Pauline Buisson, c'est pas Buisson, parce qu'il y avait une coquille. D'accord ? Donc là, en plus, c'est noté travaux pour l'usage d'un pensionnat dans le logement de l'institutrice. Là, on commence à dire, c'est elle, il n'y a pas. Sauf qu'on est en 1843. Et j'ai retrouvé le certificat de capacité qu'elle avait obtenu en 1841. Donc là, je suis sûr de moi. Ça ne peut être qu'elle, comme nous disons. J'ai tout retrouvé. J'étais content de moi. Et puis en plus, je me suis dit, parce que j'avais pas tilté la première fois, mais dans le recensement de 1846, parce qu'on ne possède pas celui de 1841, on possède celui de 1841, elle n'y est pas, mais on ne possédait pas celui de 1836, et il n'y est pas non plus aux archives départementales. Je retrouve une boisson, alors évidemment il y a toujours une faute, mais c'était bien elle, Pauline Boisson, c'est Bisson, maîtresse de pension à Cailly, avec sa sœur, et dans le recensement sont détaillés les pensionnaires. Il y a 10 noms de jeunes filles de 8 à 14 ans. Mais évidemment, vous vous doutez bien que Delphine Couturier ne pouvait pas être dedans, puisqu'on était en 1846, donc elle était
marié depuis longtemps, il lui restait 2 ans à vivre aussi, la mémoire. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé après dans les archives? Eh bien, qu'en janvier 1849, Pauline Bisson avait été convoquée par le maire. Enfin non, pas par exactement le maire, mais il y avait le comité local au pays, c'est lui qui gérait l'enseignement, pour se prononcer sur ce qu'il y aurait à faire au sujet de cette demoiselle Bisson, à cause de sa non-résidence à son école et du peu d'exactitude avec laquelle elle a rempli ses fonctions depuis la vacance dernière. Donc elle est invitée à résider à Cailly continuellement ou à démissionner. Et en fait, mademoiselle Pauline Bisson démissionne. Et il est dans le courrier de la mairie, c'est intéressant de noter que finalement, ils estiment qu'à l'époque, aucune institutrice ne parvenait à vivre et à gagner sa vie en enseignant. Vous voyez, à ce jour, parvenir à gagner assez pour pouvoir vivre honorablement malgré les avantages que leur a fait la commune, etc. Donc, d'ailleurs, à cette occasion, le maire, lui, il voulait en profiter de cette démission pour supprimer l'école des filles. Mais là, le conseil municipal s'est totalement opposé à cette décision et le maire est parti. Il a quitté ses fonctions. Et il y a eu bien, l'école des filles a continué à exister et c'est une autre institutrice, Godet de Contramé. Vous voyez que c'était un peu la haute, l'institut. Donc voilà, donc là on a la démission de Pauline Bisson, 1840. Donc je passe. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Pauline Bisson était bien maîtresse de pension à Cailly, mais entre 1843 et 1849. Donc Delphine Couturier et Adèle Sauvage n'ont pas pu être en pension chez Pauline Bisson. C'est pas possible. Donc Raoul Prunon, c'est en fait. Comme quoi, vous voyez, et pourtant ça dure depuis 100 ans, plus de 100 ans, on traîne ça. Donc, si Delphine Couturier et Adèle Sauvage ont été en pension à Cailly, en tout cas moi, à ce jour, j'en ai retrouvé aucune trace. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas où trouver. Après, j'ai encore du boulot, parce que j'ai pas que ça. Alors voilà, maintenant je vais vous parler des officiers de santé, et vous verrez qu'il y a des petites choses étonnantes. Alors, donc les officiers de santé, en 2 mots, vous vous rappelez peut-être que la Révolution avait tout mis à bas dans l'enseignement médical, on avait tout mis par terre. Et d'ailleurs, Fourcroy, en 1803, qui était un chimiste, médecin très célèbre, et puis législateur de la santé, avait, avant de faire sa loi de 1803, avait noté, vous voyez, depuis 1792, qui était le décret qui a supprimé les universités, les facultés, les corporations savantes, il n'y a plus de réception régulière de médecins ni de chirurgiens. L'anarchie la plus complète a pris la place de l'ancienne organisation. C'est-à-dire que tout le monde pouvait exercer la médecine. Il n'y avait plus de diplôme, il n'y avait plus de réception des médecins, il n'y avait plus rien. Donc la loi de Ventose, la célèbre loi de Ventose en 11, puisqu'on en parle dans le roman de Flaubert, dit dans son titre premier, nul ne pourra embrasser la profession de médecin ou d'officier de santé sans avoir été examiné et reçu comme il est prescrit dans la présente loi. Donc c'est cette loi fondamentale qui va nous dire comment on peut devenir médecin et créer également le corps des officiers de santé et donc explique comment on peut devenir officier de santé. Donc il y avait 2 classes on va dire des personnes qui avaient le droit d'exercer l'art de guérir, les docteurs en médecine, donc qui avaient approfondi la science, et qui avaient été reçus aux examens prévus au terme des études médicales. Il fallait être bachelier, il fallait au minimum 4 ans, après ça a été 5 ou 6 ans, 4 examens et une thèse. D'accord ? Et alors que pour le corps des officiers de santé, vous voyez dans le texte, plus exercés à la pratique que savants et profonds dans la théorie, seront destinés à traiter les maladies légères et à remédier aux accidents primitifs aux simples indispositions. En fait, il fallait du monde pour soigner dans les campagnes. Et on disait que dans les campagnes, les maladies étaient plus simples. Donc, ils étaient reçus devant un jury, qui était formé dans les départements, et ils ne pouvaient exercer que dans le département où ils étaient reçus. Donc ça, c'est important.
Donc pour être officier de santé, il y avait plusieurs possibilités. Soit il fallait avoir suivi 3 ans dans une école de médecine ou une faculté, 5 ans dans un hôpital ou 6 ans auprès d'un docteur. Alors, un mot d'Eugène de Lamarck. Bon. Pour dire quoi? Je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais donc il était né en 1812, parents à Cattenet, il a été, je l'ai dit, l'élève de Flaubert à l'école de médecine de Rouen, et il a suivi donc ses années d'hôpital. Il les a effectuées à l'Hôtel-Dieu de Rouen de 16 à 21 ans, et il a été diplômé en 1834. Alors par plaisir, toujours parce que j'ai rien à faire, j'ai été refouillé dans les archives et j'ai découvert le détail de ces examens de passage. Premier examen du 13 septembre 1832 à journée. Ça c'est le vrai. Deuxième examen, 15 septembre 1833 à journée. D'accord? Et enfin, le 12 septembre 1834, alors je crois que Flaubert dans son roman il dit juillet, les examens du jury c'était septembre. Il s'est trompé. Donc voilà, le 12 septembre 1834, il obtient enfin son diplôme d'officier de santé. D'accord? Et j'ai retrouvé, je ne sais pas si vous connaissiez ça, mais j'ai retrouvé la copie certifiée conforme du diplôme d'Eugène de Lamarck. Moi j'étais content. Alors, Eugène de Lamarck, je ne vais pas parler plus. Il s'est marié donc à une première fois avec Louise Mutel. Et après, il s'est marié donc à Blainfiltre Crevin avec Delphine Couturier. Ils ont une fille, la fameuse Berthe de la pièce, qui est Alice, et qui est née, qui a épousé un pharmacien de Rouen en 1860, mais qui est morte en 1903. C'est vrai aussi qu'ils ont beaucoup attendu avant de révéler les noms, etc. Donc qu'elle était quand même installée avec son mari pharmacien à Rouen, ce qui est quand même pas évident. Et puis, donc, Delphine de Lamarck, elle est décédée en 1848, et Eugène, lui, en 1848. Et j'ai retrouvé, bon, certains la connaissent, mais la photo, parce qu'elle est souvent citée, mais on la voit jamais, mais j'ai quand même retrouvé la photo de la pierre tombale de Ric, qui a disparu, la pierre tombale d'origine de Delphine de Lamarck. Et aujourd'hui, donc, il n'y a pas de pierre tombale, évidemment, parce qu'elle a disparu de Delphine, mais il y a la pierre tombale de Eugène, avec donc une plaque en marbre en mémoire. C'est très beau. On a fait la balade, c'était parfait. Alors maintenant, moi ce qui m'a intéressé, c'est de voir ce qui se passait à Cailly en même temps, à la même époque. Et, surprise, qu'est-ce que je trouve? Il y a 2 officiers de santé à Cailly, comment ils s'appellent? Couturier de Lamarck. Non mais c'est pas croyable. Alors là j'ai dit, mais comment ça se fait? Cailly forcément a des liens avec le roman. Et en plus, tous les 2, ils ont été maires de Cailly. Alors quand même, c'est quand même des destins surprenants. Alors, il y en a un, vieille école, aimable esprit de Lamarck, il était né en 1772, et puis lui, finalement, il a été médecin à l'époque où il n'y avait plus de réception. C'était la guerre, etc. Bon. Lui, il a été chirurgien au port de Brest, en fait, il a fait ses armes, on va dire, effectivement, dans l'éclat et le bruit des batailles, et puis il s'est installé à Cailly donc en 1798. Il s'est marié à la rue Saint-Pierre, c'est la mode de se marier à la rue Saint-Pierre, et il a été reçu officier de santé après la loi donc, de Fourcroy, donc la loi de Ventose. Il a été reçu officier de santé très officiellement, il y a les documents. Et après les 100 jours, il a été donc installé comme maire de Cailly. Et pendant toute la restauration, il a été maire de Cailly. Donc c'est quand même pas rien, parce que de 1815 à 1830, c'est lui qui était le maire. Et il a été donc, avec la révolution de juillet, et puis voilà, il a été remplacé par Claude Colbeau, celui qui a fait construire la mairie. D'accord ? Et il est décédé assez tard, en 1848, à l'âge de 76 ans. Voilà, là c'est le document, j'ai été rechercher la réception des maires, donc le document d'installation d'esprit de Lamarck.
Alors l'autre, qui était plus jeune, né en 1806, alors selon les textes, les états civils, tous ne donnent pas la même date, peu importe, c'est 18, 24 ou 25 décembre. Lui, il est né en 1806, il a été bachelier et il a fait ses études à l'école de médecine de Rouen et à l'hospice de Rouen. Reçu officier de santé le 13 septembre 1832, le même jour, à la même épreuve que Eugène Delamare, qui lui a été ajourné à cette épreuve. C'était une coïncidence. Et il s'est installé à Cailly comme officier de santé en 1833. Je me suis rendu compte qu'en regarde finalement les électeurs censitaires les plus imposés, qu'est-ce qu'on voit, c'est que d'un seul coup, en 1838, il passe de la 41e place à la 10e place. Je ne sais pas comment il a fait fortune, c'est pas en se mariant parce qu'il s'est marié après. Donc, on va rager ma petite idée sur la question, mais voilà, je l'ai noté. Et puis donc, élu conseiller municipal de Cailly, il s'est marié en 1841 et maire de Cailly en 1842 jusqu'en 1946. Et ensuite, il a été renommé maire à l'âge de 74 ans en 1881. Vous voyez ? Il est mort très peu de temps après. Il n'a pas supporté deuxième mandat. Le mandat de trop. Alors, là, on rentre carrément on rentre dans Flaubert. Parce que, qu'est-ce que j'ai retrouvé un pharmacien de Cailly, c'est pas Homais, c'est Hugo. C'est pas loin. Et vraiment, ça... Donc lui, il est né en 1804. En gros, il était de la génération de couturiers, de l'officier de santé. Et qu'est-ce que je trouve ? Une lettre de ce pharmacien de Cailly, une lettre de 1832 qu'il adresse au préfet, où il dénonce l'officier de santé de Fontaine-le-Bourg parce qu'il exerçait en Seine-Maritime, en Seine-Inférieure, alors qu'il avait été reçu dans l'heure. Il le dénonce au préfet. Et dans le même courrier, il dénonce Esprit Delamare, l'ancien maire de Cailly, comme quoi il exerçait la profession de santé sans diplôme. Vous voyez ? Et bizarrement, et c'est pour ça que je vous dis, j'ai ma petite idée, il était copain avec Eugène Couturier. Alors peut-être qu'en fait, il voulait évincer le vieux médecin pour que le jeune puisse récupérer la clientèle. Voilà la belle lettre adressée au préfet. Vous voyez, c'est beau, une belle signature. C'est pas Homais, mais c'est beau. Donc vous voyez qu'il y a de quoi pour des futurs concours littéraires, d'inspiration pour eux. Et justement, dans Madame Bovary, ceux qui connaissent bien le savent, mais on relève ce passage à propos d'Homais. Là, c'est pas lui qui accuse, c'est lui qui a été accusé. Il avait enfreint la loi de Ventose, cette fameuse loi de Ventose, qui défend à tout individu non porteur de diplôme l'exercice de la médecine, si bien que sur des dénonciations ténébreuses, vous voyez, Homais avait été mandé avant. Là, c'est l'inverse. C'est l'officier de santé de Cailly qui a été obligé de se justifier suite à la dénonciation du pharmacien. Voilà, bon, vous voyez, c'est quand même intéressant, je me suis amusé. Et puis, donc, je vais faire vite. Cailly en 1841, en quelques mots, 405 habitants, à peu près autant de femmes que d'hommes. C'était l'équilibre, la parité, on dit. Et c'est à peu près la même taille que Rie. Vous voyez, 461. Et on retrouve tous les personnages de Madame Bovary, finalement. Évidemment, le maire, le curé ou on disait des servants, le notaire. Vous voyez, c'était marrant, en 1946, ça s'appelait boulanger. C'était dans le clerc de notaire, vous voyez comment c'était orthographié, clerc. Donc il y en avait deux. Là, on en avait plus qu'Harry, je ne sais pas pourquoi. Il y avait l'huissier, le percepteur, le pharmacien, les officiers de santé. Donc vous voyez, tous les acteurs étaient là. Pardon ? Alors Marie Césaire, vous voyez, il y a souvent des coquilles parce que c'était Césaire AIRE normalement, vous voyez, on trouve plein de coquilles, plein d'erreurs d'orthographe. Alors là, je me suis amusé à tout décompter pour voir quelles étaient les professions. Bon là, je vais passer, mais vous voyez qu'il y a beaucoup plus, évidemment, de journaliers, de domestiques et de cultivateurs, mais bizarrement, il y a 15 couturiers. Il y a 6 cordonniers. Voilà, bon, enfin, je vous laisse regarder un petit peu.
un marchand de chapeaux. C'était pas un marchand de nouveautés comme dans le roman. Mais par contre, les marchands n'étaient pas détaillés sur le recensement de 1841. Par contre, sur celui de 46, on sait ce qu'ils faisaient exactement. Donc là, on a un peu plus de détails. Alors, Badestanier, c'est celui qui fabrique des bas. Voilà, des bas à la mode du 18e, c'était courant de fabriquer des bas. Par contre, je fais appel aux historiens de la salle. Nous, Rollier, je n'ai jamais trouvé ce que c'était. Non, nous, Rollier. Et j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Donc, si un jour il y a un historien qui sait, il me dira, parce que je ne sais pas. Donc, il y a des bourreliers, mais il y a le nous-rollier, je ne sais pas ce que c'est. Bon, il y a quand même 3 débutants de votre vie, ça va, hein. On ne s'ennuyait pas, Caït. Alors, simplement, il y a le côté agricole de Caït à relever, parce que d'abord, il y avait chaque samedi un marché, et quand on lit le texte, il est bien dit qui se tient en ce bourg de temps immémorial. Il y avait 3 foires annuelles, une en mars, une en mai, et une très importante en octobre. Et dans un texte de 1790, vous voyez, c'est écrit « Depuis un temps également immémorial qui remonte de 3 siècles, la foire de Caït s'est toujours tenue sur la place du Vieux Château. » C'est-à-dire la place là. Ici. Donc juste là, c'était là, puisque ici c'était les Halles et le marché se tenait là. Vous voyez, en 1834, le préfet demande l'avis à Caït pour savoir si on pouvait ouvrir un marché le premier samedi à Rive. La commune de Caït a dit niet. C'est pas gentil. Pas question. Il fait trop de comptes. Et puis la commune a acquis les Halles donc en 1837 et grand malheur pour la commune, elle les a détruites dans les années 70 alors que c'était des Halles magnifiques. Donc vous voyez, on se tenait depuis un temps immémorial le marché de Caït. Donc malheur au maire qui a pris cette décision pour avoir dilapidé le patrimoine de Alors, les comices agricoles, je termine là-dessus, si vous le voulez bien. Donc d'abord, j'ai regardé sur le site de l'université, superbe site, la chronologie. Et je me suis dit, bon, on va voir quand est-ce que se déroulent les comices pendant le roman, c'est en août 1842. Alors, là, il y a un grand spécialiste qui ne se cache pas, mais qui est là, Daniel Fauvel, qui a très bien, qui a écrit tout un article sur les comices agricoles, et celui que Flaubert a été visité en 1852 à Grand Couronne, donc il a écrit tout un article, notamment sur la mairie, le bâtiment. Donc, Flaubert aurait été visiter donc, les comices agricoles de Grand Couronne pour s'inspirer de la réalité et écrire son roman. Voilà, simplement, donc, je dis évidemment pas que Flaubert s'est inspiré de Cailly, mais à l'époque, il n'existait que 5 comices agricoles sur le département, dont celui de Cailly. D'accord ? Il n'y en avait pas beaucoup. Cailly, Goderville, Neuchâtel, Pavie, Valmont. Et à l'été 42, les comices agricoles ont eu lieu à Cailly, précisément au mois d'août, comme dans le roman, le 28 août 1840. Alors, juste un mot, ces comices agricoles, ils ont été fondés par un habitant de Saint-André-sur-Cailly, qui avait pas mal d'argent, qui était un propriétaire agronome, qui était membre très actif de la Société centrale d'agriculture de Seine-Inférieure. Vous voyez, lui aussi, un peu. Et le bureau d'origine de ces comices, il y avait, on retrouvait bien sûr le maire de Cailly et un adjoint qui a d'ailleurs donné naissance à une lignée médicale rouennaise assez célèbre, Jacques Modeste Boutillier, qui était adjoint au maire et qui a été maire aussi en 1837. Donc ça regroupait en fait les comices de Cailly. Il faut comprendre que ça regroupait plusieurs cantons. C'était pas Cailly, c'était canton de Clermont, de Buchy, de Bélençon et d'autres, c'est-à-dire le territoire géographique du roman. D'accord ? Et on retrouve dans les archives les statuts, les beaux statuts, avec tout le détail, le but de ces comices, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails.
juste là, on n'a pas le temps, mais quand on lit ce discours de M. de la Quennerie, on a l'impression d'être dans Flaubert. L'agriculture, messieurs, ne pouvait rester étrangère au mouvement social qui s'est manifesté au sein de nos populations. Enfin, exactement comme Flaubert a été inspiré, on retrouve donc des textes tout à fait intéressants. Voilà le détail du bureau. Et puis pour terminer, on va lire ça parce que c'est le procès-verbal des comices agricoles de 1837 à Cailly. Monsieur le préfet, dont la sollicitude et le zèle pour tout ce qui intéresse l'agriculture sont connus et appréciés des populations de cette contrée, arrive avant midi pour présider la cérémonie. Il est accompagné de monsieur le président des comices, de monsieur le chef de bataillon de la garde nationale, du maire et du conseil municipal de Cailly, qui était allé à sa rencontre avec la garde nationale de Secours. Si c'est pas du Flaubert, ça, non ? Le maire adresse à ce magistrat des compliments sur sa bienveillante démarche et des remerciements pour les avantages dont il a doté sa localité, notamment pour le placement des chemins de grande communication de Pavie à Saint-Saëns. Et, bon là, le musée Flaubert, c'est connu, mais l'original est au musée Flaubert de Rouen. Et c'est un diplôme, un prix qui a été décerné à M. Couturier de Blainville-Crevon. C'est quand même étonnant que le musée Flaubert ait conservé ça. Donc c'était le père de Delphine qui a été primé au comice agricole en 1855. Donc voilà, alors pour terminer, je ne dis pas que Yonville, l'ADI, c'est Cailly, c'est peut-être Paris, mais je vous le laisse. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le modèle supposé de Mme Bovary a vécu dans le Haut-Cailly, même si je ne sais pas si elle était vraiment en pension à Cailly. Ça reste à vérifier, mais elle est née à la rue Saint-Pierre. Et donc son père était agriculteur à la rue Saint-Pierre. Mais ce qu'on peut dire quand même, j'espère vous l'avoir démontré, c'est que Cailly possédait tous les ingrédients, quoi, toutes les caractéristiques pour être le cadre finalement de Mme Bovary. Voilà, et merci encore à la mairie.